Uh, yeah. Aujourd'hui, épisode très spécial. Pour la première fois dans ce podcast, nous avons le plaisir de recevoir un médaillé olympique. Et pas n'importe lequel, un médaillé d'or des Jeux paralympiques de Paris 2024. Il est français, il domine sa catégorie depuis plusieurs années. Il s'agit de Jules Ripstein. On a eu la chance d'échanger avec Jules pendant près d'1 heure. Il nous a parlé de son quotidien, de sa carrière et bien sûr, il est revenu en détail sur cette journée historique où il a décroché l'or paralympique. Alors, comment est-il arrivé à ce niveau de performance? À quoi ressemble le quotidien d'un sportif paralympique qui est aujourd'hui le meilleur du monde dans sa catégorie? Quels sont les défis qu'il rencontre en termes de logistique, de sponsoring, de visibilité et plus généralement de professionnalisation? Avec Hermano, on a été ravis de recevoir notre tout premier médaillé olympique et de plonger dans les coulisses du handisport de haut niveau en France. On espère que cet échange vous plaira autant qu'il nous a passionnés. Et avant de commencer, un immense merci pour les notes que vous nous laissez sur vos applications de podcast. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous soutenir avec des évaluations 5 étoiles et ça nous touche énormément. Si c'est pas encore fait, alors prenez quelques secondes pour nous laisser une note et un commentaire. Cela nous aide énormément à faire grandir le podcast. Enfin, la ressource de la semaine, je sais que beaucoup d'entre vous pratiquent le triathlon en solo sans être forcément inscrit dans un club et qu'il n'est pas toujours facile de trouver des personnes autour de vous avec qui échanger et parler triathlon. C'est pourquoi je vous invite à découvrir aujourd'hui la communauté d'OpenTri. C'est un espace en ligne où on est plus de 2400 triathlètes français à partager quotidiennement sur l'entraînement, la nutrition, le matériel, la prépa mentale. Vous y trouverez des triathlètes de tout niveau, des débutants comme des très expérimentés, ainsi que les conseils de nos coachs OpenTri, nos meilleurs guides, nos vidéos et nos nombreux outils pour vivre pleinement votre passion du triathlon. L'inscription est gratuite, le lien est dans la description et sur opentree.fr/communauté. On vous y attend nombreux. D'ici là, c'est parti pour cet épisode. Je vous souhaite une excellente écoute. On va revivre ensemble la journée où Jules Ripstein est devenu champion olympique à Paris 2024. Salut les sportifs, c'est Hermano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète X OpenTri. Premier enregistrement de l'année, donc même si entre-temps vous aurez déjà eu des épisodes pour la nouvelle année 2025, moi j'en profite officiellement pour vous souhaiter une très très bonne année 2025, qu'elle soit pleine de réussite pro, perso et surtout sportive, et on l'espère dans le triathlon ou dans les disciplines associées. Donc, je le disais, j'étais très heureux de vous recevoir sur le podcast Devenir triathlète X OpenTri et mon compère Charlie, justement, qui était absent pendant les quelques derniers épisodes. Je suis très heureux de le retrouver aujourd'hui et en plus, lui, il est au soleil, il nous envoie plein de belles lumières, plein d'énergie. Salut Charlie. Salut Hermano et bonne année 2025 à tous et à toutes. On vous souhaite plein de réussites sportives, plein de bons moments, plein de records perso, plein de premiers triathlons, plein de premiers Ironman. Franchement, tout ce que vous pouvez souhaiter pour 2025. On vous souhaite que ça arrive et que ça arrive bien. Bon, quand est-ce que tu reviens du soleil, toi? Parce que tu me rends jaloux en fait. Ouais, j'ai fait un peu à la manière de certains athlètes pro. Je suis allé passer quelques semaines cet hiver au soleil avec beaucoup moins d'ambition sportive, mais ça fait du bien de couper un peu et on comprend pourquoi les athlètes viennent là l'hiver pour poursuivre l'entraînement sans trop de turbulences. Ouais, d'ailleurs, si vous n'avez pas écouté l'épisode sur la coupure, on vous invite à aller le réécouter. On a pris le micro, Charlie et moi, tous les deux autour d'une table, et on a parlé de ces bienfaits de la coupure. Et justement, on vient de parler coupure avec notre invité du jour qui s'est lancé dans une coupure, mais forcée pour le coup. On est très heureux de tendre le micro à Jules Ripstein. Salut Jules. Salut à tous. Bonjour Hermano, bonjour Charlie. Oui, je suis à l'arrêt. Bon, on en parlera tout à l'heure. Ce que je te propose déjà, Jules, parce que je me suis rendu compte au fil des enregistrements de ces épisodes de podcast que le meilleur moyen de présenter un invité, c'était souvent de le laisser se présenter. Donc, dis-nous tout. Tu prends tout le temps que tu veux. Mais qui est Jules Ripstein pour ceux et celles qui ne te connaîtraient pas? Alors, je suis un mâle, un homme de 38 ans. C'est la première fois qu'on nous l'a fait celle-là, Charlie. C'est vrai. J'ai une femme, 2 enfants. Je fais du paratriathlon depuis 2017. J'habite à Strasbourg et je suis athlète professionnel puisque c'est vraiment mon boulot. Et je suis d'ailleurs salarié du ministère de la Défense pour faire ça.
Donc, c'est vraiment mon métier d'être paratriathlète. Et j'ai gagné les Jeux de Paris en 2024 dans ma catégorie. Et j'espère prolonger sur 2028, voilà, sur une nouvelle Paralympiade. Donc, voilà un peu la situation. Après, j'ai un passif déjà dans le triathlon en valide avant mon accident de moto. Et voilà. Ben, nous, on est très heureux parce que c'est la première fois qu'on reçoit un médaillé olympique ou paralympique sur le podcast, hein, si je ne dis pas de bêtises, Armano. Donc, on est très heureux aussi de toucher au plus haut niveau du sport français. Donc, on a plein de questions sur les coulisses de tout ça, sur comment s'est passé Paris, mais aussi tes victoires après, ce que tu prépares pour 2025. Donc, c'est un petit moment de fierté de recevoir aussi un médaillé paralympique avec nous aujourd'hui. T'as ta médaille à Jules ou pas? Je l'ai, oui. Bah, elle est dans sa boîte. Faut que j'aille la chercher. Tu veux que je la cherche? Non. Ça se trouve, t'as mis tes écouteurs avec. Non, je te taquine. Non, c'était juste au cas où, parce que c'est vrai que c'est la première fois qu'on a un médaillé sur le podcast, en tout cas des Jeux Olympiques. On a reçu il y a quelques temps Frédéric Van Lierde, qui lui a gagné Hawaï en 2013, mais Hawaï, on le sait, c'est pas les JO, donc ouais. Oh, merci Julien. C'est bien quand même. Ouais, c'est un peu nos JO du triathlon, c'est vrai. Ouais. Tiens, ça me fait penser, d'ailleurs, comme tu dis que tu es à Strasbourg, j'ai complètement zappé, mais je devais te passer le petit bonjour aussi de la part de Knack en vrac de Jean. Oui. Voilà, on a des petites connaissances en commun. Ouais. Mais toi, tu es d'où? Moi, je suis à Toulouse, mais avant, j'étais au Luxembourg. Ok, d'accord. Et Charlie est parti se dorer la pilule à La Réunion, mais sinon, il est breton. On fait un peu le tour de la France là aujourd'hui. C'est bien. Jules, tu nous as dit en off que tu n'avais pas de tabou. Tu nous as dit tout à l'heure que tu fais du paratriathlon depuis ton accident. Tu peux nous parler justement de ta vie avant et après l'accident, en tout cas ta vie sportive? Ouais, bah du coup, moi, avant mon accident, j'étais, on va dire, dans une pratique valide au niveau régional, voire national en triathlon. Et j'avais 22 ans à ce moment-là, quand j'ai eu mon accident. Et j'avais démarré mon parcours en triathlon en 2002, je crois. Je crois que j'avais 14 ans, un truc comme ça, en tout cas. Et j'avais démarré en rentrant en sport-études dans une section sportive scolaire. Comme il y en a à l'heure actuelle beaucoup en France, section sportive scolaire. Voilà, donc faire le lycée dans ce cadre-là. Et puis, c'est comme ça que j'ai connu le triathlon. C'est comme ça que j'ai démarré et que j'ai progressé. Et puis après, j'ai continué à pratiquer quand j'étais en études à l'université. Et l'objectif, c'était de faire plutôt du long avant mon accident, de faire plutôt du long parce que j'étais pas assez bon nageur pour être fort sur le court. J'avais fait un peu une croix sur l'idée de progresser encore en natation. Et voilà. Et puis à ce moment-là, j'ai eu mon accident. Et donc après, j'ai pas repris le triathlon tout de suite. J'ai repris quelques années plus tard, 8-9 ans après. Et du coup, j'ai repris, mais cette fois-ci avec la prothèse de course à pied qui me permet de courir et en paratriathlon. Uniquement sur le circuit paratriathlon, même si ça m'arrive de faire des courses open sur distance sprint de temps en temps. Toi qui as vu les deux, justement, tu notes une différence entre le triathlon valide et le paratriathlon? Est-ce que la densité est la même? Est-ce que comment dire, l'énergie, l'ambiance est la même? Est-ce que les courses, qu'est-ce que tu notes comme différence ou comme similitude entre les deux? Alors, les similitudes, il y en a plein, parce que finalement, peu importe le handicap qu'on a en paratriathlon, on s'entraîne beaucoup et à la même manière, de la même façon en fait que les triathlètes valides.
puisque on fait les 3 disciplines, on fait quand même pas mal de volume. Voilà, on n'utilise pas forcément les mêmes matériels suivant le handicap, mais en tout cas, la trame générale de l'entraînement, elle est plus ou moins la même, hein. Et puis, on a aussi, comme dans le triathlon, une très bonne ambiance. Et puis, ce qui est bien aussi, c'est qu'en fait, on se mélange assez régulièrement avec les valides. Donc en fait, on peut pas vraiment pas. J'ai envie de dire aujourd'hui, on peut pas vraiment parler de paratriathlon, mais on pourrait plus parler de triathlon handi en fait, parce que en fait, on fait vraiment du triathlon, il n'y a aucune différence. Donc parler de paratriathlon, on a l'impression que c'est une autre discipline et souvent les gens me demandent ah mais c'est quoi? C'est du triathlon? Ben, en fait oui, c'est l'appellation qui est un peu bizarre. Et puis après, les différences, c'est quand même que on a une notion de gestion du handicap, de l'appareillage et de la douleur qui vient s'adjoindre à l'effort qui est déjà demandé dans la pratique du triathlon. Et donc ça, c'est quand même, moi qui ai vu l'entraînement intensif en valide et en para, il y a quand même cette notion-là de douleur liée à l'appareillage qu'il faut arriver à intégrer dans les entraînements et aussi de contraintes en fait. Voilà. Mais après, ça reste du triathlon, on se fait plaisir pareil, et puis on peut aussi s'entraîner et pratiquer avec les valides, il n'y a pas vraiment de problème, même s'il faut adapter les allures de temps en temps et des choses comme ça, quoi. Et oui, évidemment qu'il y a moins de densité en paratriathlon qu'en triathlon, ça c'est évident. Alors, Bon, c'était une question rhétorique, hein. ouais. Alors c'est d'ailleurs pour ça qu'on arrive plus facilement au niveau paralympique qu'un valide qui voudrait aller chercher les niveaux et les minima olympiques. Ouais. Peut-être pour repréciser, toi, Jules, tu cours en catégorie PTS2. Ouais. Est-ce que tu peux nous repréciser ce dont il s'agit et quels sont les athlètes et paratriathlètes qui courent dans ta catégorie? Ouais, alors en fait, pour schématiser, il y a 5-6 catégories différentes. Il y a les fauteuils, évidemment, les déficients visuels aussi, ça c'est 2 catégories bien identifiables. Et après, il y en a 3 ou 4 autres, ça dépend des Olympiades, des Paralympiades. Dans les déficients visuels, d'ailleurs, on a Thibaut Rigaudot, hein, chez les Français. Oui. Mais voilà, c'est pour citer quelques noms qui nous viennent, Ouais. notamment chez les Français, Cocorico. Voilà, il y a Thibaut, il y a Anouk, il y a Antoine Perel chez les aveugles, quoi. Et après, dans les 3-4 autres catégories, on va dire, c'est des handicaps vraiment moteurs, Physique. quoi, physiques. Donc on a des niveaux d'amputation, on va dire, ou des niveaux de déficience qui vont de la catégorie 2 à la catégorie 5. Ça, c'est donc les 4 catégories restantes. Puisque moi, je dis toujours que pour schématiser, les fauteuils, c'est la catégorie 0 et les déficients visuels, c'est la catégorie 1. Ça permet de comprendre. Et puis ensuite, on a 2, 3, 4, 5. Et dans celle-ci, en fait, on a une déclinaison de niveau de handicap. Et 2 étant la catégorie la plus handicapée, donc c'est la mienne. C'est là où on retrouve des gens qui sont amputés fémorales, donc amputés de la cuisse, à partir de la cuisse. Ou alors, des fois, des handicaps neurologiques du style hémiplégie très légère, partielle, très partielle. Et là, on a un autre Français dans la catégorie qui a fait les Jeux aussi. Purée, alors là, le nom m'échappe d'un coup, je ne sais pas pourquoi. Ouais, chez les femmes, on a Colline Grabinski. Et chez les femmes, en PTS 3, on a Colline. Ouais. Voilà. Et ensuite, catégorie 4, c'est aussi amputation, mais cette fois-ci tibiale, donc en dessous du genou. Et là, on retrouve Alexis en quinquant qui est dans cette catégorie, notamment. Et ensuite, la catégorie 5, c'est la catégorie la moins handicapée. C'est des gens qui ont soit une agénésie sur un des membres supérieurs,
Donc, ils sont nés, par exemple, sans les doigts de la main sur une des mains. Et, ou alors une amputation de l'avant-bras au niveau du radius et de l'ulna, quoi. Donc, du bras, enfin de l'avant-bras, ouais. Et donc, ça, c'est des handicaps assez légers dans la pratique du triathlon, puisque c'est des gens qui arrivent quand même à aller très, très vite. On a par exemple Martin Schulz, l'Allemand, qui concourt dans cette catégorie, qui court en division 1 nationale allemande et qui fait des top 30, quoi, avec les valides. Donc ça, c'est assez light comme handicap. En gros, moi, ma catégorie, la catégorie 2, c'est la plus handicapée des catégories debout, quoi. Une fois que tu as enlevé les fauteuils. Parce que, évidemment, courir et rouler à une jambe et courir avec une prothèse où il y a pas de genou et tout ça, c'est compliqué. Et justement, comment tu gères ça? Enfin, déjà, la première question, je reviens un peu là-dessus, mais comment tu as géré, après ton accident, l'amputation et le fait de te dire, bah tiens, j'étais pas si mauvais que ça en triathlon. Potentiellement, d'ailleurs, ça pourrait être une question. Est-ce que tu avais prévu de faire une carrière dans le triathlon à très haut niveau? Ouais. Et maintenant, bah, comment je peux me réinventer et si j'allais chatouiller le paratri? Ah, oui. Bah, en fait, comment j'ai géré, moi? Alors, tout d'abord, la première réaction, c'était de switcher complètement, hein, off le triathlon. Je voulais plus en entendre parler et tout, parce que tous mes potes avaient continué et moi, j'étais vraiment sur le carreau et je devais un petit peu me réinventer une vie, même professionnellement parlant et tout. Je pouvais plus faire ce que j'avais l'intention de faire. Et puis, oui, j'avais envie de faire du triathlon, alors sur distance L ou XL, mais de manière, on va dire, professionnelle. Alors, à l'époque, en 2008, quand j'ai eu fin 2008, début 2009, on n'était pas, même sur le long, on gagnait pas des milliers et des cents, même en étant dans les tout top world, quoi. Moi, Mais c'est toujours pas le cas, hein. Si t'es pas, si t'es pas le meilleur, si t'es pas Sam Laidlow ou Yann Frodeno, tu gagnes pas grand-chose. Enfin, c'est dur d'en vivre. ouais, aujourd'hui, quand même, tu as des circuits qui peuvent payer un petit peu, quoi. À l'époque, c'était vraiment pas grand-chose, mais l'idée de s'investir vraiment à fond dans ce sport, ça me bottait, ouais, bien sûr. Alors après, ça s'est pas passé comme prévu, mais tout de suite, j'ai complètement switché, j'ai plus voulu entendre parler de triathlon, et puis après, au bout de quelques années, je me suis dit, bon, il y a quand même les Jeux de Rio où il y avait le paratriathlon. Il y a des gars qui ont réussi à faire quand même des perfs sympas. Je regardais un peu les chronos en 2017 et je me suis dit, bah, il y a peut-être moyen de chercher ce niveau-là. Et du coup, bah, peut-être faire les Jeux un jour. Donc, c'est ça qui m'a remotivé à me remettre au triathlon. Bien que j'avais dans l'idée quand même d'en refaire un jour pour essayer d'en finir un déjà. Mais voilà, après, de faire du haut niveau, c'est venu quand je me suis dit, bah, sur les temps et les chronos, il y a certainement des choses à faire. Et parce que là, maintenant, tu es employé par le ministère de la Défense pour faire du triathlon. Donc, Ouais. on peut le dire, tu es triathlète professionnel, tu vis de Oui. ton sport. Mais justement, après ton accident, quand tu as dit, tu as switché, tu as dit, je veux plus jamais entendre parler de triathlon, tu vivais de quoi et à quel moment tu as switché sur bah, ça y est, je vais pouvoir en vivre et éventuellement, l'armée t'a proposé un contrat? Ouais. En fait, au moment où j'ai eu mon accident, j'étais en licence STAPS, donc je finissais ma licence. Et puis, je voulais aller au PGHM pour secourir les gens en montagne. Et du coup, continuer à faire du sport dans mon quotidien et continuer le triathlon aussi. Et ça, c'était plus possible. Donc, à l'époque, j'étais étudiant, hein, donc je vivais de pas grand-chose. Mais, mais, euh, mais voilà. Et ensuite, comment ça s'est fait pour avoir un contrat avec l'armée, sachant que j'ai eu mon contrat avec l'armée seulement fin 2022. J'avais déjà 3 titres mondiaux dans ma catégorie.
En fait, quand entre la période là, j'ai changé d'études, je suis parti faire un BTS d'orthoprothésiste, je suis devenu orthoprothésiste, j'ai bossé 4 ans avec mon diplôme en tant qu'ortho. Et puis un jour, j'ai quitté la boîte où je travaillais, voilà, pour des raisons complètement personnelles. Et étant au chômage, je me suis dit, bah, c'est peut-être le moment de reprendre le triathlon, déjà pour ton plaisir, parce que j'avais plus le temps d'en faire avec le boulot, et d'essayer de recourir, parce que j'avais jamais recouru pendant toutes ces années, cette petite dizaine d'années, j'avais jamais recouru. Et, et voilà, donc ça a été un gros chantier de réussir à recourir avec la prothèse. Mais une fois que ça a été OK, bah, je me suis dit, je peux refaire un triathlon puisque je sais nager, je continuais à nager, je nageais 2 fois par semaine et je faisais un petit peu de VTT le week-end. Donc voilà, je me suis dit, bah, je peux refaire un triathlon. Et j'ai refait le triathlon que j'avais gagné, le triathlon d'Aubernet-S, je l'avais gagné bah, juste avant mon accident. Et donc je l'ai refait et je l'ai fini. Et lorsque j'ai fini ce triathlon, bah, je me suis dit, OK, là, bah, tu peux peut-être forcer un peu. Et pendant ces 2 années de chômage, j'ai fait que m'entraîner. Et du coup, bah, quand j'ai vraiment repris, à la fin de ma période de chômage, j'ai eu de la chance parce que j'ai eu un contrat avec la Caisse d'épargne Grand Est pour un contrat de mécénat, quoi. Et ça, c'est ça qui a vraiment lancé l'idée de me dire, OK, j'ai de l'argent pour faire une saison, c'est une première vraie saison. Et puis voilà, après, il y a eu le premier titre mondial. Enfin, tout s'est rapidement enchaîné après. Et alors ça, pendant cette période, avant ça, toi, tu te dis que tu vas t'y mettre à fond pendant 2 ans. Dans quelle mesure, enfin, tu t'inscris à des épreuves qui sont des épreuves open, j'imagine, Ouais. pas encore des épreuves réservées aux paras. Comment se fait la détection par l'équipe de France? Est-ce que tu vas direct, enfin, j'imagine que tu peux pas aller aux mondiaux de toi-même, tu es obligé de passer par la structure fédérale. Comment se fait tout ce cheminement entre le moment où tu dis je vais m'y remettre et je vais me remettre sur des épreuves et le moment où bah, tu arrives à ton premier championnat du monde? Ouais. Alors en fait, j'avais commencé à m'entraîner dans mon coin là, début 2017. Et puis en juin 2017, j'ai fait le triathlon d'Aubernay, du coup. Et puis en septembre 2017, je me suis inscrit au championnat de France parce qu'en paratriathlon, tu peux t'inscrire au championnat de France, c'est open. Et lorsque j'ai fait les championnats de France, j'ai fait 2e ou 3e de ma catégorie. J'étais très loin du premier en termes de performance. Mais c'est là que la Fédé m'a repéré et m'a demandé si je voulais intégrer le projet pour l'année suivante. Et donc en 2018, j'avais encore mon chômage qui courait et j'ai réussi à faire quelques stages avec l'équipe de France et à faire mon premier championnat du monde toute fin 2018 en ayant fait quelques courses mondiales parce que en fait, si tu veux rentrer sur le circuit, tu es obligé de marquer des points et donc il faut qu'il y ait un athlète français qui te laisse sa place à un moment donné au début sur des manches de Coupe du Monde. Sinon, tu ne peux pas rentrer. Et donc, moi, j'ai Stéphane qui m'avait laissé 2-3 courses pour pouvoir marquer des points. Ce qui m'a permis de marquer assez de points pour accéder au championnat du monde en fin d'année 2018. Et la première vraie année, c'était 2019, enfin 2018-2019, quoi, ça se chevauchait. Et fin 2019, j'ai mon premier titre mondial à Lausanne. Et voilà, donc ça, c'était un peu toutes ces 3 années, de transition entre je reprends dans mon coin et j'en fais vraiment de manière professionnelle après, quoi. Et puis après, tu as eu du bol, parce qu'après 2019, tu as pu faire une belle saison en 2020, n'est-ce pas? Comme tout le monde, comme tous les triathlètes, avec notre ami le Covid. Ouais, après, bah, ça tombait pas bien, hein. Du coup, c'est vrai que pour les partenaires et tout ça, c'était compliqué la période. J'ai vraiment galéré. Mais comme dit, j'ai Caisse d'épargne qui avait commencé à me suivre bah, à peu près au même moment, quoi. Et c'est pour ça que j'ai réussi grâce à ça, à refaire encore 2020-2021. Et puis, comme j'ai pas pu faire les Jeux de Tokyo parce que ma catégorie n'était pas représentée aux Jeux de Tokyo,
Elle avait été retirée du programme. J'ai pas pu faire les Jeux de Tokyo, mais quand même, la Fédé et le ministère de la Défense et le gouvernement et le ministère des Sports se disaient pour Paris, il y a quand même quelque chose à jouer avec Jules et on va lui proposer un contrat. On va lui proposer un contrat en fin 2022. Et comme quoi, vas-y. Quand tu arrives sur ces premiers championnats du monde, sur ce premier titre mondial, tu te rends compte du coup que effectivement tu as le niveau pour aller chercher ce genre de performance. J'imagine que tu penses assez vite aux Jeux paralympiques et notamment à ceux de Paris. C'est un rêve pour toi à ce moment-là, un rêve particulier d'aller aux Jeux para ou c'est la continuité de ce que tu as fait avant? Alors en fait, j'avais fait le premier championnat du monde, c'était fin 2018, j'avais fait 3e. Donc c'est à ce moment-là que, oui, pour moi, je faisais partie des 4 meilleurs mondiaux. Et puis à Lausanne, j'ai vraiment éclaté tout le monde parce que j'ai mis 2 minutes 30 aux champions paralympiques en titre de Rio. Donc, tu m'étonnes que la Fédé soit dit, il y a peut-être un truc à faire. Ouais, et puis alors à partir de Lausanne, en fait, je me disais, manque de bol, au même moment, on apprend que notre catégorie, elle n'est pas aux Jeux de Tokyo. Donc là, c'est con parce que moi, sur les Jeux de Tokyo, clairement, il y avait une médaille à jouer. Et puis après, il y a eu 2020, on n'a pas fait de championnat du monde, on n'a pas fait d'Europe, je crois. Mais en 2021, j'ai regagné le mondial, en 2022 aussi. Donc en fait, pour moi, les Jeux, c'était la continuité de ce que je faisais. Et c'était aussi c'était devenu une sorte de souhait et de rêve aussi, du coup, d'y aller parce que j'avais vu que j'avais le potentiel pour y aller et puis pour faire quelque chose. Ça m'aurait fait chier, honnêtement, d'aller au jeu pour faire 8e ou un truc comme ça. Ça m'aurait moyennement intéressé. Mais du coup, là, ouais, clairement, dans ma tête, c'était devenu un objectif et d'y aller pour gagner. Et puis, il y avait en toute logique, même si dans le sport de haut niveau, il n'y a jamais vraiment de logique, mais en toute logique, il devait y avoir quelque chose à faire en tout cas. Et il y a eu quelque chose à faire, puisque si nos auditeurs ne l'ont pas suivi, tu es allé décrocher la médaille d'or à Paris. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette course, de comment tu l'as vécue, des émotions que ça procure, de tout ce que ça concrétise à ce moment-là, juste le matin de la course, c'est dans quel état? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Ouais, en fait, on avait eu quand même beaucoup, enfin, de mon point de vue, on avait eu quand même beaucoup de pression par rapport à cette course-là, cette Paralympiade. Ça faisait, j'ai envie de dire, franchement, 6 mois après Tokyo, même pas, parce que Tokyo, ça avait lieu en 2021. Donc, ouais, 3-4 mois après Tokyo, la Fédé, ils étaient déjà à bloc sur Paris. Donc, on n'a vraiment pas eu de temps de décompression entre la préparation éventuelle de Tokyo, pour moi, et le switch sur Paris. En fait, moi, je n'ai pas fait de pause en 2020-2021. J'ai tout enchaîné. Et c'est vrai que la dernière année, les deux dernières années avant Paris, c'était vraiment un gros niveau de pression pour tout le monde, pour les athlètes, pour les fédés, pour l'État, pour tout le monde. Et donc moi, je suis arrivé sur les Jeux quand même déjà à point, quoi. J'étais cuit mentalement et physiquement par tout ce que j'avais vécu les 2 années précédentes. Ouais, Charlie, t'imagines s'il n'avait pas été cuit? Et en fait, ouais. Non, mais en fait, alors c'est peut-être prétentieux de dire ça, mais j'aurais dû gagner avec plus qu'1 minute 30 d'avance. C'est ça, c'est ce que je voulais dire. Si tu n'avais pas été cuit, t'aurais mis 20 minutes. Mais je dis ça par rapport à certaines séances que j'avais pu réaliser à l'entraînement. Voilà. Mais aussi, comme je suis quelqu'un qui est très sensible à la pression et à l'anxiété, je suis un peu anxieux et tout, donc j'ai eu du mal à gérer l'aspect mental avant ces Jeux. Et donc, la question tout à l'heure, quand tu dis le matin de la course, en fait, le matin de la course, ça faisait 1 semaine que je prenais des Stilnox toutes les nuits pour dormir. Donc, en fait,
j'étais vraiment la tête vraiment dans le cul, quoi. Donc, Mais c'est pas sur la liste des produits interdits, ça, le Stilnox? non. Sinon, t'en Non, parlerais non. pas. Tu peux. Et donc, d'ailleurs, c'est noté sur mon contrôle antidopage des jeux, hein. Mais voilà, donc là, il y avait ça d'abord. Et puis ensuite, c'est vrai que sur la course, j'ai réussi à profiter, on va dire, de la course en elle-même à quelques petits moments sur le vélo quand il y avait tellement de monde qui nous criait dessus que là, j'ai réussi à profiter. Et évidemment, la dernière ligne droite sur le tapis bleu, là, il n'y avait plus de doute que je devais gagner. Donc là, j'ai réussi à profiter aussi. Mais c'est vrai qu'avant ça, déjà, j'étais un peu sonné par mon état physique le matin et aussi par l'enjeu, je pense. Et donc, j'ai rapidement été en mode robot, juste fait, quoi. Fais juste, et puis on verra à quel moment tu pètes ou pas, quoi. Bon, là, pour le coup, t'as pas pété. Non, et du coup, ça s'est vraiment goupillé beaucoup mieux que je ne l'espérais, en tout cas le matin avant le départ, vu mon état de forme. Et en fait, ça m'a porté préjudice parce que j'étais très proche de la crampe un peu partout pendant toute la course. Le fait d'avoir très très mal récupéré les jours d'avant, ça m'a porté préjudice pour ça. Mais j'ai réussi à le gérer en m'étirant de temps en temps sur le vélo et aussi en prenant absolument tous les risques. À vélo, par exemple, j'ai pris tous les risques. J'ai fait pareil au mondial et du coup, je me suis pété la clavicule. Mais au jeu, c'est passé en termes de pilotage et tout. Et puis même après, à pied, j'ai juste essayé de gérer pour pas avoir les crampes qui me guettaient, pour pas qu'elles arrivent vraiment. Et que je puisse finir mon 5000 sur une allure, on va dire, soutenable à l'entraînement, quoi. Wow. Il y a une autre particularité dans le paratriathlon ou dans le triathlon handi, pour reprendre tes termes, c'est le staff aussi qui accompagne, qui intervient. Tu en as rapidement parlé tout à l'heure. Tu l'as mis au même niveau que la gestion de la douleur aussi. Mais c'est vrai qu'on échangeait avec Jérémy Guérin sur un épisode. Donc Jérémy Guérin qui est le coach et le mécanicien de l'équipe para, enfin coach, le soutien de l'équipe para. Comment est-ce que tu gères ça aussi? Toi qui nous disais que justement tu étais assez sensible au stress et à l'anxiété, comment tu gères aussi la relation avec le staff à côté? Parce que quand tu es un peu tendu, tu dois avoir tendance peut-être à donner des instructions qui sont pas forcément très précises. Enfin, j'imagine que c'est réglé comme du papier à musique, que vous vous connaissez super bien et que limite tu n'as pas besoin de parler. On se connaît super bien avec tout le staff para maintenant, parce que moi je suis dans l'équipe depuis 2018 quoi. Donc le staff a pas trop évolué. Jérémy nous a rejoint à peu près en 2020, quelque chose comme ça. Et avec le staff, il y a des moments de tension, il y a des moments beaucoup plus détendus, mais ça c'est comme dans tout groupe et dans tous les foyers, Je veux dire, en fait, c'est des relations humaines. Alors, tout le monde est soumis à la pression, hein. On a tous notre niveau de pression à gérer. Parce que, mine de rien, il y a beaucoup, beaucoup d'attentes quand on fait des jeux en France pour les Français. Et il y a des carrières qui se jouent, hein, parce que le staff, c'est des employés, soit des salariés de la Fédé, soit des salariés du ministère. Donc, il y a des carrières qui se jouent sur les résultats des athlètes, pas seulement les carrières des athlètes. Et donc, voilà, dans les groupes, il peut y avoir des tensions. Et comment on gère ça? De manière tout à fait classique, comme on gérerait une relation de travail dans n'importe quelle entreprise, en fait. Parce qu'on on est souvent ensemble, on est aussi dans des moments, pas nuit et jour, mais sur des journées beaucoup plus longues qu'une journée de travail normale, on est amené à se côtoyer. Donc, voilà, c'est gestion du groupe, quoi.
Ouais, enfin, quand tu es en plein dans ta compétition le jour des JO, c'est pas vraiment une relation de travail habituelle. Tu as un petit peu plus de pression, quoi. Tu fais une presse devant le CEO, là. Ouais, alors c'est marrant parce que ces derniers jours avant les Jeux, euh, c'était, enfin pour moi, c'était énormément de pression, mais en même temps, on a réussi quand même à plutôt bien le gérer dans le groupe, dans le sens où l'ambiance dans le groupe, elle était bonne. Pendant la semaine qui précédait les Jeux, quand on était au village, l'ambiance, elle était bonne. Il y a pas eu de, de grosses tensions. Et tout le monde a quand même. Parce que le groupe, il est assez conséquent. Hein. On est, je sais plus, on était peut-être une dizaine d'athlètes et puis une dizaine de staff. Donc, c'est une vingtaine de personnes qui vivent ensemble et on a tous réussi à donner le meilleur de nous-mêmes en termes de relations par rapport aux autres pour que le groupe soit dans les meilleures dispositions le jour de la course. Il y a eu plein de péripéties, hein, la course reportée, les mails de changement, mais peut-être de duathlon, mais peut-être de changement de parcours natation. Enfin, on était soumis à tellement de changements possibles, de trucs qu'à un moment donné, en fait, tu lâches parce que Et les branches. il y a trop d'interrogations et de, et de trucs. Donc tu te dis, bah en fait, on verra juste ce qu'on fait lundi prochain ou dimanche prochain, mais il paraît qu'on a une course, quoi. Enfin, c'est. Limite, tu le prendrais presque comme un entraînement, quoi. Tu vas avec tes potes faire un entraînement, puis tu verras ce que ça donne. Bah, à la fin, franchement, on était au village olympique et tout, mais avec World Triathlon, il y avait tellement de changements possibles que c'est vrai que tu te dis, il faut que je relativise tout parce que, en fait, ça se trouve, on va faire un duathlon, ça se trouve, enfin, non. Et entre la pression de la dernière semaine et les incertitudes liées à la course, j'imagine que la part pour profiter de l'événement, pour profiter de ce truc qui va arriver une fois dans une vie à Paris, elle est restreinte. Non, moi, Tu as j'en ai réussi pas à en profiter profité. quand même? Moi, j'en ai pas profité. Je te dis, de toute façon, je venais pour gagner. Si je gagnais pas, je l'aurais très mal vécu. Et du coup, je m'étais mis une pression aussi moi-même gigantesque. Euh, et donc, j'en ai pas profité. Hein. J'ai pas profité du village. J'en ai profité après, la semaine d'après, où là, on a vraiment relâché toute la pression. On a fait la fête avec le groupe. On a fait la fête avec les gens, avec beaucoup de monde au village et tout, au Club France. Donc ça, c'était super chouette. Mais avant la course, non, j'en ai pas profité des jeux. Des jeux. Alors, tu vois, si tu vas, parce que tu sais que chez les valides, par exemple, tu vas faire 30e ou 40e des jeux, ou chez nous, bah, si tu fais 10e, ouais, c'est comme si tu fais 40 chez les valides. Bah, tu te dis, ok, je vais profiter de mon expérience des jeux, je vais rigoler avec tout le monde avant la course et tout, mais quand tu vas pour gagner, enfin, pour moi en tout cas, vu ma personnalité, c'était très dur de pouvoir en profiter. Et, euh, et voilà, c'était une superbe expérience en termes par contre, bah, de chemin et de processus psychologique, mental et tout ça. Mais c'est vrai que sur le coup, j'en ai pas vraiment profité, à part les 2 ou 3 moments dans la course où j'ai réussi à me dire, ah, quand même, là, c'est chouette. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Et qu'est-ce qui se passe? Je me garde ma petite question là. D'abord, est-ce que rapidement, en quelques minutes, tu pourrais nous refaire la journée justement de la compétition, du moment où tu te lèves jusqu'au moment où tu es sur le petit tapis bleu, et puis je garde la dernière question pour après. Ouais, alors la journée, on va dire elle commence le faux jour, donc le jour où on devait faire la course et où on se réveille à 4 heures. Et, euh, et là, moi, machinalement, je prépare mes dernières affaires pour sortir de ma chambre. Et le kiné toque à ma chambre en entendant le bruit et il me dit, tu peux te recoucher, c'est pas aujourd'hui.
Et donc là, bon, déjà, j'étais pas de très, très bonne humeur parce que j'étais fatigué et de me lever à 4 heures, ça m'énervait. Mais du coup, j'étais encore de moins bonne humeur et j'ai pas réussi à redormir, évidemment, parce qu'après, bon, il est 5 heures du mat, t'es réveillé. Bon. Donc, je me suis reposé quand même. Et puis ensuite ça, c'était le jour officiel. Donc après, on a meublé, on est allé nager, on a fait des choses, on a meublé un peu cette journée bizarre. Je me suis recouché, j'ai repris un style Nox et je me suis réveillé avec mon réveil à 4 heures, donc le vrai jour cette fois-ci. Et là, on n'avait pas eu de notification mail de World Triathlon, donc ça voulait dire que la course était maintenue. Et donc, cette fois-ci, je refais mes affaires. Je pars. Je crois que j'ai mangé un truc encore à 5h30. J'ai mangé un truc, mais pas trop. J'ai pas fait un vrai repas. Ensuite, on prend les bus et tous les machins. Les vélos étaient déjà chargés, étaient déjà sur le site parce qu'ils avaient posé les systèmes anti-drafting là. Et puis sur les vélos. Et puis, ils étaient déjà parqués sur le parc à vélo déjà. Et donc, on a pris nos dernières petites affaires, le bus, et puis on est arrivé sur le site. Là, moi, je me suis échauffé en faisant un ou deux tours de vélo, je crois que j'ai fait, pour m'échauffer. Et puis ensuite, en fait, tu as tellement de choses à faire que ça passe hyper vite les 3 heures, les 3 heures avant la course, parce que la course a été à 9 heures, je crois, départ à 9 heures. Et donc, tu dois faire tes dernières affaires, passer au checking, repasser au checking, faire vérifier encore ton matériel par World Triathlon. Tu dois en même temps t'échauffer, retourner au parc à vélo pour poser tes dernières affaires, les prothèses, la prothèse de sortie d'eau, celle qui est au parc à vélo, celle qui est la transition 2. Parce que tu vois, comme on avait deux transitions, on avait la sortie d'eau et puis une deuxième transition T2 qui était sur le pont cette fois-ci. Donc tu fais pas mal d'allers-retours et tout. Et en fait, ça passe super vite. Et après, le moment de se changer et de mettre la tenue, les combis, tout ça, et puis d'aller au départ. Là, il y a l'introduction des athlètes, donc tu dois passer par le protocole et tout aussi. Donc, faut gérer à quel moment tu mets ta combi pour pas surchauffer, quand est-ce que je mets la prothèse parce qu'une fois que tu as la combi, tu peux plus mettre la prothèse. Donc, comment tu fais pour marcher? Donc, tu as tous ces petits détails-là qui sont aussi qui prennent la tête en paratriathlon et qu'il faut avoir quand même plus ou moins calé à l'avance. Et puis ensuite, après l'introduction des athlètes, tu vas sur le ponton et là, moi, je me sentais pas bien du tout, mais personne ne l'a remarqué. Je faisais semblant. Et je suis parti en natte, je suis parti à fond comme si j'avais que la descente de la Seine à faire sans la remontée. Et au demi-tour, c'était pas vraiment un demi-tour puisqu'on avait deux bouées parallèles. Donc on devait faire une largeur de Seine. Ça devait représenter 70 mètres, un truc comme ça. Donc là, tu prends le courant vraiment sur le flanc. Et à ce moment-là, j'étais deuxième derrière Marc Barr que j'ai pas réussi à chercher en natation. Et par contre, j'ai fait un bon virage en crabe qui était plutôt bien négocié. Mais je commençais déjà à avoir des crampes dans les triceps et dans les bras. Ouais, tu nous dis ce que c'est qu'un virage en crabe. Tu sais, quand tu prends le courant de flanc et que tu dois traverser la Seine, en fait, c'est comme si tu es en dérapage avec la voiture, tu sais, avec le frein à main. Ouais, Et par contre, il faut que tu driftes, tu vois. Il faut que tu redresses en majorant ta trajectoire pour anticiper la violence du courant. Et donc, en fait, ce virage-là était plutôt bien négocié. Donc, j'étais à 30 mètres de Marc, mais avec le courant de face, après, j'ai jamais réussi à le reprendre parce que j'étais trop loin. Et par contre, j'ai tiré le Belge qui était dans mes pieds sur toute la remontée, mais j'arrivais pas à aller plus vite et j'arrivais pas en même temps à me dire je vais le laisser passer parce que ma trajectoire elle était plutôt bonne, donc il fallait mieux que je la conserve. Et j'ai fait vraiment la natte à bloc en commençant à cramper déjà sur les triceps.
Et après, à la transition, en fait, moi, j'avais pris le choix de mettre un shorty néoprène et pas mettre la combi intégrale. Parce que j'aime pas nager en combi, premièrement, et puis parce que je voulais gagner du temps à la transition. Et à la transition, bah, j'ai dépassé Marc, qui était à l'origine 30 mètres devant. Et donc, je pars en vélo premier. Et là, bah, j'ai décidé de continuer à faire le vélo de la même manière que la natte, donc à fond, vraiment sans réfléchir. Et je faisais chaque tour à bloc, comme s'il n'y avait qu'un tour. Il y avait 5 fois 4 km, comme s'il n'y avait qu'un tour. Et en fait, petit à petit, avec cette stratégie, on va dire, débile de mettre tout all out, bah, je prenais 5 secondes par tour sur le deuxième, je crois. 5 ou 10 secondes. Et du coup, j'ai réussi à poser le vélo avec une avance de 45 secondes, 1 minute. Et à partir de là, je me suis dit, OK, il faut que tu gères la course à pied. Et si tout se passe normalement, il ne devrait pas réussir à revenir. Même s'il y avait des meilleurs coureurs que moi. Il ne devrait pas réussir à revenir. Et voilà. Bon, alors, avant de te poser la question que j'avais en tête tout à l'heure, petit disclaimer pour les auditrices et les auditeurs, ne faites jamais ça. On dit toujours pas l'erreur de débutant de partir à fond, d'accélérer au milieu et de finir à pleine balle. Là, c'est juste parce que toi, tu es un sportif professionnel, tu connais ton corps et tu l'as dit, tu étais à la limite du rupteur à chaque fois, mais tu t'es dit, tant que ça passe, j'y vais, quoi. Bah, en fait, ma stratégie, c'était soit tu gagnes, soit tu fais 8e, mais il n'y a pas d'entre-deux. Donc, en gros, vu mon état, il fallait vraiment que je prenne tous les risques possibles dans l'engagement et dans les trajectoires aussi. Et quitte à un moment à exploser. Mais sur le vélo, je me disais, bah, ça fait 3 tours que tu es devant. Les gens, ils sont fous, ils sont trop contents de voir un Français devant. Même si tu perds, si tu dois exploser à un moment, au moins, il y aura eu du spectacle. Et puis ça aurait été chouette, quoi. Ça aurait été pas une course de merde, quoi. Et donc, et comme ça, en arrivant avec un petit peu d'avance à pied, et ben, j'ai pu gérer plus ou moins la course à pied pour pas déclencher la crampe qui venait. Et voilà. Bon, et du coup, j'en arrive à ma question. Ça fait quoi, justement, quand tu es sur ce deuxième petit moment où tu vas pouvoir profiter, tu commences à fouler le tapis bleu et là, tu sais que bah, c'est en bon, fait, quoi. là, à ce moment-là, le dernier, il y avait virage à droite puis tapis bleu. À ce moment-là, je pense que sur les 100 mètres de tapis, j'ai repensé à énormément de choses, de tout le travail qui avait été fait, de ma famille. Puis j'ai croisé le regard de Noémie et des enfants donc, qui étaient dans la tribune juste avant la ligne d'arrivée. Et puis j'ai pris le drapeau au passage, le drapeau français que quelqu'un me tendait. Je ne connaissais pas cette personne. Mais ça a été des moments qui sont passés super vite, mais où il s'est passé plein de choses dans ma tête. Et surtout un sentiment d'accomplissement et de relâchement, tu vois, de soulagement, d'y être enfin arrivé après avoir manqué Tokyo par manque de chance, quoi. Et puis après avoir travaillé autant pour Paris, parce que quand même les dernières années, c'était sévère l'entraînement. Je me souviens du dernier stage à Livigno où j'étais tout seul, quasiment pendant 6 semaines, 5-6 semaines. Je m'envoyais des trucs, des journées, c'était costaud, hein, et des séances que tu n'as pas envie de faire, hein. Mais j'ai repensé à tout ça et là, c'était vraiment le soulagement de se dire, ah, putain, mais ça y est, quoi, j'ai réussi, on a réussi avec l'équipe, avec la famille et tout, quoi. Et là, tu passes la ligne. Et là, il se passe quoi? Tu fonds en larmes? Je passe la ligne, tu ouais, j'ai pleuré direct. Parce que j'avais beaucoup trop de tension en moi depuis trop de temps. Et donc, ça c'est sorti comme une madeleine, tu vois. Comme quand on dit tu pleures, tu chiales comme une madeleine, bah, c'était vraiment ça.
Et en même temps, j'étais content et en même temps, j'y croyais à moitié et je commençais à réaliser en fait que c'était fait quoi. J'avais passé vraiment la ligne en premier alors que on attendait ça de moi depuis 4 ans quoi. Charlie, tu voulais réagir peut-être parce que je suis en train de monopoliser les questions à Jules. Non, mais c'est incroyable d'avoir ce retour-là aussi, parce que nous, on voit les images à la télé, on te voit passer la ligne, on voit le drapeau, on voit que c'est un moment fort en émotion, mais c'est incroyable d'avoir ton retour après ça. Moi, la question, c'est une fois que tu as ce titre-là, que la pression retombe un peu, que tu réalises le truc que tu viens de faire, c'est quoi l'état d'esprit? Est-ce que tu as encore faim pour aller chercher plus loin, pour aller chercher d'autres titres, ou est-ce que d'abord, tu as envie de récupérer et tu verras bien de quoi sera faite la suite? Bah, en fait, alors après, ouais, là, j'avais plus du tout envie de. Enfin, voilà, j'avais fait le boulot, j'étais super content. Sur le moment, en même temps, je me disais, bah, il va falloir réussir à savourer dans les prochains jours parce que ça va passer super vite. Et puis après, on nous a collé les championnats d'Europe 3 semaines après. Et quand tu as une sélection, bah, il faut que tu l'honores. Donc, moi, j'étais sélectionné, donc c'était pas envisageable que j'y aille pas. Et donc, j'y suis allé, mais vraiment avec très peu d'entraînement. Et j'ai réussi à gagner, mais là, c'était un peu plus ouais, border. Et après, bah, il y avait le mondial, encore 3 semaines après. Et là, c'est pareil, c'était pas concevable que je le fasse pas. Mais dans l'idée aussi, j'avais envie de faire le triptyque avec le mondial, les euros et les paralympiques dans la même année. Ça aurait été vraiment chouette. Mais c'est pas passé parce que je suis tombé en vélo et voilà. Mais ouais, là, maintenant que j'ai ma clavicule qui est en train de se réparer et que après avoir vécu cette mésaventures sur le mondial, je me disais, bah là, tu pourras plus rien faire pendant un certain temps. Donc j'ai eu vraiment un moment pas bien en courant de mois de novembre, tout ça. On peut Parce dire la que météo, elle aide aussi. Hein, c'est les meilleurs moments pour bien profiter. là, ça fait 2 mois et demi que j'ai rien foutu, pas une minute de sport. Donc je suis un peu dans un état d'esprit où j'ai envie de m'y remettre pour aller chercher de nouveau le maximum. C'est-à-dire ce que j'aime bien moi, c'est exploiter le moteur à fond, tu vois. Donc mon leitmotiv, c'est ça, c'est de voir jusqu'où je peux arriver à aller. Et je pense que ça va être vraiment ça qui va me remettre dans le bain. Et puis après, malheureusement, j'ai des douleurs dans l'épaule, donc il faut que je gère ça aussi. Et j'ai pris 10 kilos aussi, donc faudra aussi que je maigrisse. Ça va avec la médaille olympique, ça. C'est dans le package. Médaille Ouais. olympique et puis quelques kilos Mais, après. mais voilà, après, tu vois, bizarrement, je me stresse pas parce que même si je suis quelqu'un d'assez anxieux et tout, la clavicule, quand même, ça m'a posé pas mal de questions, mais j'essaye de rester optimiste et je me dis, c'est en 2025 il faudra reprendre au plus tard au mois de mai sur Yokohama parce qu'il faudra que je recommence à marquer des points si je veux aller au mondial. Et voilà, mais je reste optimiste et après, bah oui, évidemment, j'ai encore envie de gagner. Quand tu as gagné les jeux, c'est super chouette comme sensation, donc tu as envie de les revivre. Mais donc j'ai encore envie de gagner. Et puis je pense pas que si ma clavicule se répare et tout, je pense pas que je suis fini à 38 ans. Je pense que j'ai encore des possibilités, tu vois. Je ne sais pas si Fred Belob, ça te parle. Non, les Français, vous ne connaissez pas Fred Belob. Hein. Bon, son père, je le cite toujours en exemple. Hein. J'ai eu Fred sur le podcast. J'ai eu Georges, son papa, 80 ans. Il est toujours champion de France. Hein. Bon, sur du sprint, mais et peut-être parce que c'est aussi le seul à 80 ans à faire encore du tri. Mais non, je ne pense pas qu'à 38 ans, tu sois hors du circuit quand même. Ouais, voilà. Après,
À Los Angeles, c'est dans longtemps. Je vais voir. Je vais essayer de faire déjà une deuxième partie de 2025, on va dire normale, correcte. Et puis après, on verra. Mais il y a de belles choses, tu vois. De gagner les jeux, ça me permet de signer chez Giant, tu vois. Donc c'est cool. Maintenant, je vais avoir vraiment un partenaire. Un partenaire dans le milieu du tri, quoi, que je n'avais pas avant. Enfin, il y a des petites choses comme ça qui sont sympas et qui te motivent aussi à l'équipe. L'équipe change, elle se renforce aussi un peu, donc ça te motive à faire des choses. Ouais, c'était la question que j'allais te poser. Après, et quand tu gagnes les jeux, justement, est-ce qu'il y a des choses qui se débloquent en termes de partenariat, en termes de sponsoring, même avec l'armée? Toi, c'était un contrat jusqu'au JO ou c'est un contrat qui se prolonge? Ouais, c'était un contrat plus ou moins jusqu'au JO parce qu'il se finissait il se finissait en octobre. Donc j'avais eu une prolongation d'une année. Et là, j'attends une prolongation officielle pour encore 2 années supplémentaires. Donc, ça ferait 3 ans par rapport à fin 2024, tu vois. Ouais. Donc, ça, ce serait vraiment bien que ça soit officiel et que ça se fasse. Ensuite, il y a Giant France qui est super cool, où je vais être quand même bien soutenu. Et puis après, en termes de partenaires perso, malheureusement, il y en a qui ont arrêté parce que c'était prévu. Et puis là, je suis en train de voir pour prolonger ceux que j'avais qui voudraient potentiellement rester dans l'aventure encore quelques années. Mais non, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça n'a rien ramené de plus, en fait, en termes de partenaires. Et c'est vrai que moi, là, je suis un peu étonné moi-même aussi. Alors, je suis pas un dingue de la com et je fais pas beaucoup de com et je travaille pas beaucoup ces aspects-là. Donc, c'est aussi quelque part de ma faute. Mais ouais, personne n'est venu toquer à ma porte en me disant c'est génial, Los Angeles 2028, quoi. Alors que Paris 2024, déjà en 2021, 2020, il y a des mastodontes français qui l'avaient dans le viseur, quoi. Bah, les jeux à la maison. Et c'était aussi une autre question que j'avais. C'est bon, ok, 2028, c'est LA, les Américains, ils font les choses en grand. Je pense que ce sera tout aussi grandiose que les précédentes éditions des Jeux Olympiques. En revanche, c'est pas les JO à la maison. Donc, est-ce que tu as l'impression, même si tu vas à LA, que ce sera une step en dessous, ou au contraire, tu y vas déjà Non. avec la rage au bide et, Ouais. et Ah avec non, envie de gagner? Ah non, ce sera pas en dessous. Moi, si j'y vais, je voudrais gagner, c'est sûr. Donc, ce sera pas. Pour moi, en termes d'investissement, ce sera pas en dessous, hein. Je m'investirai. Moi, je Pareil. pensais plutôt en termes, tu vois, en termes de kiff, en termes d'expérience, en termes de. Bah, tu l'as dit, sur les JO de Paris 2021, il y avait déjà des gros partenaires français qui commençaient à taper à la porte et à se faire connaître. Là, les partenaires français, je suis pas sûr que ce soit sur leur feuille de route, tu vois. Non, clairement. Donc, en termes de discrétion, ce sera un peu plus discret, ouais, comme certainement. Mais après, ça n'empêche que le défi sportif, il reste le même, hein, c'est de gagner des jeux. Donc, après, il faudra juste voir dans quelle mesure j'arrive à reprendre mon plein potentiel sur le processus de 6 mois qui arrive là. Et après, dans quelle mesure je suis suivi aussi. Et si ces deux conditions-là sont dans le vert, et ben alors on peut tout à fait envisager de s'investir à fond sur 2028. Ce sera différent, sans doute, mais voilà. De toute façon, il y a tellement de choses qui se passent dans le monde en ce moment et ça va tellement vite que tu peux pas prévoir grand-chose, hein. Ça, c'est clair. C'est clair. Et petite question là, ce jeu, je vois que le temps tourne, alors je vais essayer de faire court là-dessus. Sur la partie préparation, du coup, tu es encadré par la Fédé, naturellement, faisant partie de l'équipe de France. Concrètement, comment ça se passe en termes d'encadrement? Toi qui vis à Strasbourg, j'imagine que tu n'as pas forcément de coach sur place, en tout cas de coach de la Fédé sur place. Tu nous parlais tout à l'heure d'un stage que tu as fait quasi solo avant les Jeux. Comment ça se passe concrètement, ce que l'équipe fédérale peut mettre en place pour toi, pour ton entraînement?
Alors, quand on est en stage, fédéral, bon bah on est en regroupement, donc là on a tous les moyens qui sont alloués, techniques, humains, tout ça, et financiers aussi quand on est dans ce niveau de performance-là. Hormis quelques détails, des fois liés au matériel prothétique par exemple, où là il faut trouver des solutions soi-même, mais après, quand je suis à la maison, j'ai deux coachs. Moi, j'ai un coach de natation et puis j'ai des sparring partners en natation. Et j'ai un coach qui me fait ma planification annuelle perso. Donc, en fait, ce staff-là, on travaille en relation avec le staff fédéral, dans le sens où de temps en temps, ils nous demandent un petit peu des retours, des comptes, quoi. Donc là, il faut réussir à faire ce qu'on veut faire, mais tout en les laissant s'immiscer dans le projet. Et puis après, à chaque fois qu'on est en stage fédéral, moi, plus ou moins, je me plie enfin, en tout cas, ça fonctionnait comme ça jusqu'à présent. Je me pliais au programme du stage sans trop de réticence et j'affinais juste certaines séances, mais ça me posait pas de problème sur certains temps de l'année de faire des choses qui n'étaient pas forcément exactement les mêmes que je fais tout le temps. Donc, non, ça se passe très, très bien. Et voilà, jusqu'à présent, on a eu la chance d'avoir un bon groupe. Donc, ça favorise aussi l'entraînement en commun. Et après, à la maison, je m'entraîne quasiment tout seul tout le temps, sauf quand je suis en natation avec mes sparring, quoi. Mais sinon, le reste, je fais tout seul. Et quand je suis en stage tout seul, c'est parce que j'ai fait des choix de stage qui étaient différents des propositions fédérales. Donc après, soit j'arrive à faire venir mon coach, ou soit pas, mais non, je gère tout seul. Et ce qui veut dire aussi, j'aimerais que les gens se rendent compte que en termes d'orga, c'est pas la même chose quand tu es un sportif encadré par une fédé, que tu vis à l'INSEP et que tu as tout ce qu'il faut sous la main pour t'entraîner, les infrastructures, le staff, etc. Et quand, comme toi ou comme beaucoup de triathlètes, on est en mode solo. Toi, quand tu vas nager, tu te démerdes pour avoir ta ligne, tu te démerdes pour avoir tes sparring, tu te démerdes pour avoir un créneau à la piscine, voire même peut-être que tu nages avec l'équipe de Strasbourg, mais c'est pas tu vas à la piscine de l'INSEP quand ton coach il te dit qu'il faut y aller et puis que vous allez faire une séance de groupe, quoi. Non, de toute façon, moi, ça me va bien. Tu sais, j'ai 38 ans, j'ai 2 enfants. L'époque sport-études, je l'ai vécu. J'ai plus envie de faire du sport-études. J'ai envie de faire du triathlon de manière professionnelle, mais comme je veux. Donc, ça me va très bien. Après, pour que les gens se rendent encore plus compte, je nageais dans le public jusqu'à 2 mois avant les Jeux. Donc, voilà, ça, par contre, c'était un gros souci et j'ai eu du mal à le résoudre. Alors voilà, pour le futur, je pense que ce sera plus un problème, mais jusqu'à présent, c'était compliqué. Ce qui est quand même incroyable. Tu parles de ces fameuses séances. Moi, j'ai repris la natation en début de semaine où tu as 3 lignes pour le public. Et puis, dans chacune des lignes, de toute façon, tu as soit mamie qui fait de la brasse en écartant les jambes sur toute la longueur de la ligne ou la star qui nage 2 fois par semaine et puis qui veut pas te laisser passer quand tu doubles alors que tu as 2 mecs en face, quoi. C'est ça? Ouais, c'était ça mon quotidien pendant 7 ans. Et voilà, après, j'ai réussi à composer avec. Et puis, quand tu n'as pas les solutions, tu t'adaptes toujours. Quand t'as pas voilà, il y avait des réticences au niveau de la ville, mais bon, c'est comme ça, hein, je peux pas. Ouais, ce qui est terrible et flagrant sur ce niveau de performance que toi tu peux avoir et les conditions qui sont hyper difficiles. Déjà, on en discute assez souvent sur le podcast avec des triathlètes valides qui ont plus d'exposition et donc normalement un peu plus de moyens. Mais sur des paras, c'est terrible qu'un mec comme toi qui va chercher une médaille d'or paralympique soit obligé 2 mois avant les JO de nager encore dans une piscine en public, quoi. C'est triste comme constat, quoi. En fait, tu vois, après le premier titre mondial, le deuxième titre mondial,
quatrième titre mondial, je me disais, bah, ils vont quand même se réveiller. On avait initié des démarches, on avait sollicité, mais non. Et du coup, bah, à un moment, j'ai arrêté de demander. Hein. Tu sais, après, je dis, bah, ok, il y a 8 piscines à Strasbourg, mais ça a l'air de poser problème que j'ai une ligne. Et on ne demandait pas tout, hein, on demandait 3 fois par semaine sur les 5. Tu vois, pour dire, bah, on va pas les faire chier 5 fois. Et c'est pas la Alors, journée, enfin, tu nages 1 heure ou 2, quoi. Tu nages bah, pas la en fait, journée. c'est ça. À la fin, on avait même dit, à la fin, on disait même, en fait, pendant les chauffes et la récup, on reste dans le public, mais pendant la série, vous nous mettez juste, vous virez les gens, quoi. Donc la série, ça dure 3 quarts d'heure à peu près. Tu vois? Et ben non. C'est un truc de dingue. Et donc, et en Bon. plus, bah, tu vois, ça nageait quand même bien parce que je nageais, enfin, d'ailleurs, ils ont repris les autres, mais avec Nathan Gerber, qui est quand même pas une tanche, enfin, des gars comme ça, tu vois. Et en fait, non, en fait, on était 3-4 et on faisait quand même pas mal de bordel dans la ligne, mais les gens, ils restaient. Ouais, parce qu'en plus, c'était une ligne mutualisée que vous demandiez. Enfin, vous étiez 3-4, Ouais, c'était pas juste ouais. toi tout seul. Tu Non. demandais ton petit truc, quoi. Ouais, bah, tu vois, des gars comme Nathan qui ont gagné le triathlon de l'Alpe d'Huez, en fait, lui, s'il n'a pas de pépin physique, il est un peu emmerdé ces dernières années, mais des gars comme ça, il n'y en a pas 36 000 en France non plus, tu vois. Et en Alsace, bah, il y en a plus beaucoup. Et ben en fait, les gars, ils ont même. Enfin, voilà, si ça les dépasse, quoi, ils se rendent pas compte. Et les JO, ça n'a pas Bon, là, changé, ça, justement? Si, j'ai eu une ligne quand je suis revenu des Jeux. 2 semaines après, j'avais ma ligne. Et 3 semaines après, tu t'es pété la clavicule et tu n'y allais plus. Et ouais, 1 mois et demi après, je me suis pété la clavicule. Bon, écoute, au moins, les démarches sont initiées. Mais là, tu vois, si. Bah là, quand je te disais que j'ai repris la semaine dernière, je vais nager dans le public parce que franchement, avec le niveau que j'ai, j'ose même pas demander une ligne hein, en ce moment. Non, mais c'est vrai, je veux dire, après, il y a des moments où c'est vraiment important, mais là, je peux très bien aller, pour faire ce que je fais, je peux aller nager dans le public. Hein. Je vais Ouais. pas, c'est pas grave, quoi. Bon, pour l'instant, les petites mamies sont tranquilles. Pour l'instant. Voilà, c'est ça. tu me diras quand tu iras, on ira à Strasbourg nager, hein, parce que Ouais, moi, nager ouais, à côté de Jules, ça me va bien. ouais, avec plaisir. Bon, par contre, il faudra que tu mettes une main dans le dos, hein, s'il te plaît. Comme ça, ça, je t'assure de nager derrière toi. Ouais, bah là, en ce moment, je fais du un bras des fois, tu vois. Donc, un Ouais. bras, une jambe, tu devrais réussir à tenir quand même. Ça dépend de quel niveau on part. Bon, c'était cool. Est-ce qu'il y a des éléments qu'on n'a pas abordés, Jules, et qui te tenaient vraiment à cœur? Non, moi, non, pas forcément. Non, j'ai pas d'idée spéciale. Charlie, une dernière question? Non, j'aurais encore des milliers de questions sur l'organisation, le quotidien, l'encadrement, les enjeux sportifs pour 2025. Peut-être, on va terminer là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2025, Jules, sur les échéances sportives? Alors, déjà, on l'a compris, de revenir en forme, mais s'il y avait une course à gagner en 2025, ce serait laquelle? En fait, clairement, il faudrait que je fasse une perf au championnat du monde. Donc, ce sera en Australie fin septembre, je crois. Pourquoi? Parce que déjà parce que j'ai envie de reprendre mon titre que j'ai laissé sur chute l'année passée. Et aussi parce que ça rentre dans le processus des listes de sportifs de haut niveau et que pour rester quand même dans les clous, ce serait bien que je gagne le mondial, quoi. Bon, Donc écoute, c'est voilà. le pire qu'on te souhaite. Ouais, merci. Moi, j'ai une dernière question. Le podcast s'appelle Devenir triathlète. Toi qui as été triathlète valide et triathlète para maintenant, comment on fait? Enfin, quelle est ta meilleure réponse à la question comment devenir triathlète? Il faut juste essayer, je pense. Il faut essayer et il faut se rendre dans une structure, club ou quoi, pour commencer à rencontrer du monde et à côtoyer des gens qui pratiquent déjà. Parce que de loin, ça peut paraître un peu compliqué, ces 3 sports.
il faut du matériel, machin. Mais en fait, quand tu es avec d'autres gens qui le font déjà, tu te rends compte que c'est pas. Il y a quelques petites choses à penser, mais ça va très très vite. Et puis, on n'a pas besoin, pour devenir triathlète, on n'a pas besoin de s'entraîner dans les 3 sports toutes les semaines. Enfin voilà. On peut profiter du triathlon en faisant 3 séances par semaine. Ça suffit voilà, pour devenir triathlète. Et pour devenir paratriathlète, parce que justement, là, on rentre plus sur les problèmes de matériel, de mécanique, de staff, enfin, ceux qui sont atteints de cécité ou qui ont des problèmes de vue, ceux qui sont amputés plus lourdement ou ceux qui sont en fauteuil, c'est pas le même dire. Même toi, tu nous dis, là, pour Paris, il y avait 2 zones de transition, donc il te faut 2, 3, 4 prothèses, quoi. Ouais, ça c'est des enjeux techniques c'est vrai qui sont souvent un frein au démarrage de pratiques sportives, pas seulement le triathlon para, parce que en fait déjà ça a un coût et donc ça c'est assez voilà dissuasif on va dire quand tu veux commencer. Et puis ensuite c'est pareil, la difficulté c'est de trouver des structures dans lesquelles tu peux t'entraîner parce qu'elles acceptent le public para. C'est pas toujours le cas. Donc voilà, c'est plutôt déjà l'acquisition du matériel qui te permet de pratiquer. Alors pour y arriver, il faut souvent user un petit peu de magouille au début, quoi, pour réussir à financer ou pour partiellement avec des partenaires, avec des clubs. Voilà. Donc ça, c'est sûr que c'est compliqué. Tant que les appareillages de sport ne seront pas pris en charge en partie ou entièrement par la Sécu, ça va être toujours compliqué d'accéder à ces matériels-là. Et tiens, pour toi, ça coûte combien une prothèse? Alors, la prothèse de course à pied, aujourd'hui, elle est facturée 18 000. C'est plus cher qu'un vélo. Donc, c'est moi, à l'époque, je l'avais payé 12 en 2016. Ouais. Et donc, tu vois, c'est vrai que quand tu te dis, attends, est-ce que j'ai vraiment envie de courir, quoi? C'est clair. Et tout ça pour ne pas en plus t'éviter les douleurs, parce que tu disais, c'est un sujet que tu dois gérer aussi quand tu fais du paratriathlon. Ouais, c'est sûr. Mais après, je veux dire, avec tout handicap, tu as des contraintes qui sont, voilà, qui sont ce qu'elles sont, mais dans la vie quotidienne déjà. Donc, en fait, faire du sport après par-dessus, c'est des contraintes en termes de douleur et tout, mais ça apporte aussi des bienfaits qui sont vraiment pas négligeables, quoi. Donc, l'un dans l'autre, je préfère avoir souffert de temps en temps sur mes lombaires et mon moignon et tout, et avoir la condition physique que j'ai eue jusqu'à il y a 3 mois, quoi. Bon, écoute, Jules, merci beaucoup. Pour finir, où est-ce qu'on te retrouve? Où est-ce qu'on te suit? Où est-ce qu'on t'encourage? Vous me retrouvez sur mes réseaux, sur Instagram et puis LinkedIn, et voilà, c'est tout. Après, comme je disais avant, je suis pas très très com, mais voilà, c'est tout. Et puis sur les réseaux de la Fédé. Ouais. On espère avec plein de médailles d'or autour du cou. Ouais, moi aussi, je m'en souhaite encore. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jules. À très bientôt. Merci les gars, bonne journée à vous. Salut. Damn.